Le défilé du 14 juillet a commencé sur les Champs-Élysées, place de la Concorde. Nous sommes avec le colonel Pierre de Jong, qui est spécialiste en armement. Colonel Pierre de Jong, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Défilé du 14 juillet, il y a un côté festif et il y a évidemment l'honneur rendu à la nation et l'honneur rendu aux armées. Toutes les armées qui défilent, Pierre de Jong, chaque année. Alors, c'est la tradition. En fait, on a un invité d'honneur. Et cette année, c'est l'Inde. C'est un grand partenaire. Et c'est vrai que notre armée est particulièrement fière de recevoir non seulement le Premier ministre indien, mais en plus une partie de son armée, parce que c'est une armée qui est extrêmement intéressante. Et quand elle défile, c'est extrêmement visuel également. Donc, c'est une forme de spectacle. Bien sûr, bien sûr. C'est une forme de spectacle. Les trois branches de l'armée indienne seront représentées, sont représentées. Alors, la France, parce que le défilé du 14 juillet, c'est aussi l'occasion de montrer ce que la France sait faire. La France est le troisième plus gros exportateur dans le monde, exportateur d'armes, derrière les États-Unis et la Russie, mais devant la Chine. Alors, question que je posais, et je sais qu'il y a débat, un peu moins maintenant, mais il y a eu beaucoup de débats autour de cela. Troisième plus gros exportateur d'armes dans le monde, faut-il s'en réjouir ou faut-il le déplorer, colonel de Jong ? Alors la réponse est dans la question, bien évidemment. Fabriquer de l'armement, si vous ne le fabriquez pas, quelqu'un d'autre le fera, c'est le premier point. Puis le deuxième point, dans notre balance commerciale, c'est extrêmement important. Je prends un exemple, l'Inde, puisqu'on parle de l'Inde. Vous savez que la France est le deuxième fournisseur d'armement et de moyens militaires à l'Inde. On fournit en gros 30% de ses besoins. Donc c'est absolument énorme. Donc on a absolument besoin d'exporter nos avions, au passage, pour équiper notre propre armée. Oui, nous exportons nos avions. Parce que finalement, c'est une démonstration vivante, ce défilé du 14 juillet. Il va y avoir des rafales dans le ciel, des rafales que nous vendons aux Indiens. 26 configurations marines vendues. Nouveau contrat, Pierre de Jong. Alors c'est extrêmement intéressant parce que l'Inde devient un très gros client pour nous. Vous savez que on a vendu à peu près en gros 300 Rafales dans le monde depuis quelques années. En fait, cet avion a eu un démarrage extrêmement difficile, mais c'est un des meilleurs avions au monde. Il est un petit peu cher, mais c'est un des meilleurs avions au monde, probablement le meilleur aujourd'hui. Donc les Indiens nous rachètent encore 26 Rafales, mais il ne faut pas oublier qu'en 2016, ils avaient déjà racheté 36 Rafales. Donc, si vous voulez, l'Inde devient un client majeur pour le Rafale et devient, comment dire, une espèce de vitrine de nos savoir-faire français. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Oui, et d'ailleurs, Dassault est en train de travailler sur un nouveau Rafale, une version F4, qui permettra aux pilotes de tirer des bombes lourdes d'1 tonne. Incroyable. Et en plus, l'avion ne devra pas s'aligner. Derrière l'avion, en cas de combat aérien, derrière l'avion qu'il chasse, il pourra tirer, enfin ça sera, je crois qu'il y a une nouvelle technologie, je ne sais pas si, colonel de Jong, vous êtes vous connaissez cette nouvelle technologie qui va être embarquée dans le Rafale, vous la connaissez ? Oui, il y a un asservissement total, si vous voulez, entre le pilote et puis les bombes. Et surtout, si vous voulez, la technologie, tout ce qui est missilerie, si vous voulez, a fait des progrès absolument considérables. Oui. Rappelez-vous le Scalp qu'on vient de livrer, si vous voulez, qu'on vient de donner. Colonel de Jong, ce qui sera extraordinaire, c'est que le pilote de ce Rafale, avec un mouvement de tête, pourra décider du moment de tir et de l'angle de tir. Enfin, j'ai pas très bien compris, mais ça paraît absolument incroyable. Le casque est asservi, si vous voulez, à l'engin. Donc partout où il regarde, le missile va tirer là où le pilote regarde. C'est pour faire simple. Donc cette technologie est extrêmement avancée. Elle existe encore, mais elle se perfectionne en permanence. Mais j'aurais bien voulu revenir également sur les moyens qui ont été vendus à l'Inde, parce qu'au-delà des 26 Rafales qui sont en train de se vendre, donc plus les 36 qu'ils ont déjà, je vous rappelle que l'Inde également rachète également 3 sous-marins Scorpène, sachant qu'elle en a déjà 6. Donc il va y avoir en gros une dizaine de sous-marins Scorpène, qui est également le fleuron de la technologie des sous-marins, je dirais, non nucléaires. Voilà, alors j'allais parler, on a parlé des Rafales, mais j'allais parler des sous-marins d'attaque Scorpène. Curieusement, la marine française n'a pas de sous-marins d'attaque Scorpène, parce que ce sont des... Mais c'est un des fleurons, nous vendons beaucoup de sous-marins d'attaque Scorpène dans le monde. Nous n'en avons pas parce qu'il est à propulsion traditionnelle, je crois, c'est cela ?
C'est exactement ça, c'est la propulsion classique, mais c'est un engin qui a des capacités de dissimulation, en tout cas d'invisibilité extrêmement importantes. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'est pas à propulsion nucléaire, ce qui veut dire qu'il ne peut pas rester indéfiniment sous l'eau. Voilà. Contrairement à nos sous-marins nucléaires d'attaque que nous avons, qui eux, évidemment, peuvent rester sous l'eau quasiment indéfiniment en accompagnement de nos SNLE. Mais encore une fois, le Scorpion, comme vous dites fort justement, a été vendu à de nombreux pays. Moi, je connais bien la Malaisie, le Brésil. En Malaisie, si vous voulez, les Malaisiens sont absolument ravis de ces engins, et surtout, ça participe, si vous voulez, à la balance, à l'équilibre des rapports de force en mer de Chine. Et c'est un autre sujet qui est extrêmement intéressant, c'est que la France participe indirectement, si vous voulez, à cet équilibre. Oui, Père de Jong, il y a aussi la frégate Bellara, l'obusier César, le blindé Griffon, qui sont les fleurons de l'armement français. Alors, le Griffon n'a pas encore été vendu réellement et massivement à l'étranger. Par contre, le César, avec, si vous voulez, cette espèce de théâtre ou de plateau de présentation des matériels qu'est l'Ukraine aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, si vous voulez, la guerre, ça sert à ça aussi, hein. Ben oui, c'est une espèce de show, ou en tout cas de salon en direct. C'est vrai que c'est toujours un peu malheureux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout l'ensemble de ces moyens sont expérimentés. Et le fait que le César soit expérimenté in situ, c'est-à-dire en Ukraine, en action offensive ou en action défensive, on voit bien que c'est extrêmement important pour démontrer la viabilité, la capacité de cette haute technologie. Encore une fois, la France n'a pas à rougir, ses ingénieurs sont extrêmement performants, et grâce à ça, si vous voulez, ça rééquilibre quelque part notre balance commerciale, ne l'oublions jamais. Eh bien, bien sûr, 337 exemplaires vendus du César. C'est l'Arabie Saoudite qui est l'État qui en a acheté le plus. Puis il y a aussi la République tchèque, l'Indonésie. L'Indonésie qui est un client fidèle des entreprises françaises de la défense. Oui. L'ensemble, il y a deux gros paquets de clients. Le premier gros paquet, c'est les pays du Moyen-Orient, et après l'armée française, évidemment. Et le deuxième gros paquet, entre guillemets, le terme est un petit peu péjoratif, c'est les pays d'Asie du Sud-Est, qui ont compris, si vous voulez, qu'ils devaient monter en puissance, qu'ils devaient en fait s'armer, s'équiper. Et c'est vrai que la France participe à cet équilibre, parce que sinon, pour ces pays, c'est quoi? C'est soit la Russie, l'Inde ou les États-Unis. Et la France joue une carte d'équilibre, une forme de neutralité. Et ce positionnement politique est extrêmement important, et autorise ces pays à faire des choix stratégiques, techniques, tactiques extrêmement intéressants pour eux. Alors le Griffon, on l'a quand même vendu à la Belgique. Hein. J'ai vu qu'on a vendu 382. C'est vrai qu'on a équipé l'armée belge, je l'avais oublié, et c'est un engin formidable. Hein. C'est quasiment un autobus, si vous voulez, blindé, mais surtout il est bourré de technologie. Ce sont des engins, si vous voulez, qui ont des capacités absolument incroyables, et surtout une mobilité formidable, quasiment 100 km/h. Oui, il paraît qu'il est robuste, bien protégé, très mobile. Il possède des protections contre des engins explosifs improvisés, contre les mines, avec un blindage nouvelle génération. Je fais l'article du Griffon, mais je fais l'article de l'armement français parce qu'on peut en être fier, moi je le dis. On peut en être fier dans un monde mouvementé. L'arme, c'est aussi la dissuasion. Vous êtes d'accord avec moi, colonel de Jong ? Totalement. Et être patriote, c'est également la dissuasion. Le fait d'avoir des cœurs battants pour notre beau pays, c'est fondamental. Et c'est ça aussi la dissuasion. C'est des armes et des hommes. Mais évidemment, des armes et des hommes. Un mot quand même, parce que quand on vend des armes, il y a toujours des commissions et des rétrocommissions, non ? Là, c'est que ça veut une question piège. Non, c'est totalement interdit. Je suis très clair sur le sujet. C'est totalement interdit depuis de nombreuses années. C'est les lois OCDE que la France a signées exactement en 2000. Oui. Et la France tente, et en tout cas observe, si vous voulez, ces règles extrêmement strictes. Vous croyez ? En Inde, on a beaucoup parlé de rétrocommission. Mais enfin bon. Alors, le problème, c'est qu'il peut y avoir localement, vous voulez, des tentations. Mais encore une fois, le fait qu'on le sache aujourd'hui, ça démontre aujourd'hui, encore une fois, qu'il y a des mesures qui ont été prises, il y a des contrôles qui sont effectués. Donc on va aujourd'hui totalement, on va vers une espèce de contrôle généralisé. On ne peut pas tolérer, si vous voulez, ces rétrocommissions. Encore une fois, il faut que ce soit égalité. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les règles des exportateurs soient les mêmes pour tout le monde. Il faut bien veiller à ce que les Russes, les Chinois, les Américains et d'autres, et Allemands bien évidemment, ne soient pas, si vous voulez, un peu en dehors du créneau par rapport à nous. Donc on doit être sur un même modèle que les autres pour qu'il y ait une forme d'égalité. Et encore une fois, c'est absolument nécessaire, non seulement pour notre armée qui a besoin d'exporter pour avoir ces différents matériels, et deuxième point, encore une fois, pour notre positionnement géopolitique tout simplement. Bien sûr. Merci beaucoup, Père de Jong. Merci, passionnant. Hein. C'est passionnant, l'armement français. Merci. Alors, je lance le débat. Hein. Enfin, je repose la question. Je lance pas un débat, mais je repose la question. Faut-il se réjouir du succès de l'armement français ou déplorer ce succès ? Vous avez votre avis, 0826 300 300.